Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre ce nouvel opus sur Observactu TV. Nous avons aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir Jacques-Marie Bourget. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, grand reporter, vous avez couvert un certain nombre de conflits internationaux, vous êtes également écrivain. Nous sommes évidemment plongés de nouveau dans l'actualité internationale, notamment avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Et notamment entre l'Iran, les États-Unis, Israël et évidemment le conflit en Ukraine. Je voudrais commencer par une question franco-française, mais pas seulement. Nous avons appris le refoulement d'Alice Froussard, notre consoeur, notamment qui travaille notamment pour RFI et Radio France plus généralement, d'Israël. Qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce que vous avez déjà connu une situation où, à ce point-là, à la fois les journalistes sont pris pour cible et sont interdits de territoire au cours d'un conflit majeur comme celui à Gaza? Moi, il y a eu dans le passé, il y a eu parce que quand on arrive en Israël, on passe par, les journalistes, on passe par un office qui s'appelle Bétagron, où d'abord, il y a le premier tri qui est fait à l'aéroport, puis ensuite, faut se manifester auprès de cet organisme militaire pour obtenir, au moins dire qu'on est là, puis obtenir une forme d'accréditation qui est pas vraiment, on vous donne pas un sauf-conduit, ni une carte, ni rien du tout, mais ils savent que vous êtes là. Bon, ils ont enregistré vos désirs, pour qui vous travaillez, enfin, un truc policier. Et il est arrivé que des confrères soient refoulés, mais c'est absolument rarissime, quoi. Je veux dire, je pourrais pas citer un nom. Je sais qu'il y a eu des gens qui ont été refoulés, mais je pourrais pas citer un nom. En ce qui me concerne, comme j'ai reçu une balle dans le poumon, le message est plus clair. Ils m'ont laissé rentrer, puis une fois que j'étais rentré, ils m'ont tiré dessus, quoi. Voilà. Donc là, au moins, c'est pire. Vaut mieux qu'ils vous laissent pas rentrer, parce que s'ils vous laissent pas rentrer, ça veut dire qu'au moins, ils vous préservent. Tandis que s'ils vous laissent rentrer et qu'ils vous tirent dessus, c'est moins bien. Alors, c'est justement leur argument, c'est de dire que pour interdire la bande de Gaza à tous les journalistes, c'est d'expliquer qu'en fait, c'est pour les protéger. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite comme argument? C'est hypocrite et pas hypocrite, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris, à Gaza, il y a pas loin de 200 journalistes et travailleurs de presse qui ont été assassinés. Donc c'est pas de la blague, hein. C'est-à-dire que eux, journalistes, en plus pour eux, palestiniens, c'est déjà, vous êtes à peine un être humain, mais si vous êtes journaliste et palestinien, vous êtes moins que rien. On peut vous tirer comme un pigeon. Donc, si vous voulez, c'est vrai que les conditions d'abord de vie, parce qu'il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas, enfin bon, il y a, pour un journaliste, enfin, c'est à lui de se débrouiller. S'il veut, il peut dormir sous une tente, hein. Mais le risque est réel. Mais le risque, c'est aux journalistes de l'assumer. C'est pas à Israël de dire, c'est dangereux. C'est aux journalistes d'apprécier le danger, c'est à lui de prendre ses risques, c'est ce que j'ai fait moi personnellement toute ma vie. Donc là, l'interdiction de l'accès à Gaza, c'est une interdiction de censure, c'est très simple. C'est-à-dire que, si vous voulez, si on remonte au conflit du Vietnam, il y avait une conférence le matin où vous alliez vous inscrire pour aller à tel endroit avec les hélicoptères ou avec les avions ou avec les bateaux de l'armée états-unienne. Ils vous emmenaient avec les soldats, vous étiez avec eux. S'il y avait un accrochage, vous étiez à plat ventre par terre comme eux, et puis vous attendiez que ça se passe, vous pouviez mourir, mais bon, c'était open, quoi, c'était assez étonnant, quoi. Puis ils se sont rendus compte, maintenant c'est bien connu que, d'après eux, c'est une des raisons pour qui font qu'ils ont perdu la guerre, parce que tous les soirs à 20h, les Américains, ils avaient la guerre dans assis autour de leur table, ils avaient la guerre à la télévision. Donc, ils ont fait une révision et à partir de là, ils ont fait une forme de journalisme embedded, c'est-à-dire que ils vous embarquent dans un véhicule blindé ou
ou quelque chose comme ça. Et puis ils vous promènent où ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas faire son métier. On peut dire j'étais en Irak, j'ai roulé dans le sable, j'ai vu j'ai croisé 3 blindés et puis je ne sais quoi. Et tout le reste, c'est du oui-dire, sauf si la surprise fait que le véhicule dans lequel vous êtes assigné est lui-même au cœur d'un incident, mais autrement, vous pouvez pas faire de journalisme, ça n'existe plus, c'est fini, quoi. Le seul journalisme, comment dirais-je, crédible et précis, bah, c'est de prendre ses brodequins et puis d'aller à pied ou comme on peut avec des taxis et d'aller dans les endroits, les points chauds où on estime que ça va se passer ou que ça s'est passé ou recueillir des témoignages. C'est comme ça que ça se fait. Dormir chez l'habitant, ça m'est arrivé très 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 souvent. Mais maintenant, d'abord, les journaux n'ont pas envie de savoir ce qui se passe. Donc comme ça commence bien. C'est-à-dire que envoyer un reporter à Gaza et qui va vous décrire des horreurs, des choses absolument épouvantables, les journaux n'en veulent pas. Donc c'est pas la peine d'envoyer un journaliste dont on va être obligé de censurer le travail, ou alors que ce serait un non-journaliste, ce serait un propagandiste qu'on enverrait et qui raconterait une farce, quoi. Mais si vous avez un vrai journaliste actuellement à Gaza qui va vous raconter des horreurs à longueur de journée, les journaux, ils n'ont pas du tout envie d'entendre ça. Donc, voilà, c'est la censure par le soi-disant protéger votre vie ou danger, ce qui les empêche pas du tout d'ailleurs de tirer sur les journalistes. Bon, ils ont foutu en l'air le bureau de l'AFP à Gaza. Je répète on estime peut-être à 300 le nombre Oui, c'est ça. de journalistes, de techniciens, de gens de presse qui ont été tués. C'est beaucoup plus que pendant toutes les guerres depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est incroyable, quoi. Donc voilà, moi je pense que cette histoire d'interdiction à Gaza, de Gaza, c'est la censure qui continue et puis c'est tout, parce que vous pouvez tomber à Gaza sur un soldat qui est en train de mettre une balle dans la tête dans un gamin dans un gamin de 5 ans. Bon, si vous rapportez ça dans votre journal, si en plus vous avez fait une photo, c'est épouvantable. Tandis que là, un conflit dont on ne montre pas des images, sauf de la fumée, des gravats, de temps en temps une image poignante parce que les journalistes palestiniens continuent à envoyer quand même un petit peu de films. Vous risquez rien, quoi, au niveau de la réputation. Voilà. Alors, paradoxalement, pour rebondir sur ce que vous dites, à l'ère du numérique, donc à l'ère des réseaux sociaux notamment, j'ai eu plusieurs dizaines de témoignages d'internautes qui sont très sensibles à ce qui se passe à Gaza, mais qui refusent, ne veulent plus regarder les images qui sont postées par des soutiens du droit international, par des soutiens de Gaza, mais qui sont humainement choqués par ces images. Quel est votre rapport au fait de documenter, de montrer des images qui sont parfois crues, très souvent crues d'ailleurs, justement d'enfants déchiquetés et autres? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui sert justement à contrer cette absence d'information ou c'est, je le redis paradoxalement, ça peut desservir la cause défendue? Bah, les images crues, oui, il y en a quelques-unes qui passent au travers, qui sont émises par les Palestiniens eux-mêmes. Moi, j'étais dans le camp de Sabra Shatila, des images crues, j'en ai vu, des pyramides de corps de petits garçons avec la cervelle dehors, des pyramides de petites filles parce qu'ils séparaient les garçons des filles, pyramides de petites filles avec la cervelle dehors, des gens éventrés, des femmes enceintes dont on avait retiré le fœtus. Bah, faire plus horrible, des gens traînés derrière des voitures, enfin bon, c'est hallucinant.
Donc, ces images, c'est notre métier, hein, on les prend. Mhm. Il y en a de nombreuses on sait très bien qu'elles passeront jamais parce que il y a une espèce de décence, heureusement, j'allais dire populaire, non, éditoriale. Enfin, maintenant, il y a plus, Mhm. le journalisme a disparu, mais à l'époque où le journalisme existait encore, il y avait quand même une pudeur, on pouvait pas exposer parce que entre une image furtive que vous voyez 10 minutes ou un quart d'heure sur le terrain atroce, et puis mettre ça sur papier glacé, et ça va rester dans les archives, ça reste sur les tables, ça reste, c'est quand même une forte responsabilité. Alors en général, les photographes ou les gens qui font des prises de vue, en film c'est plus compliqué, mais font des photos d'horreur, que j'allais dire, c'est un mot terrible, mais enfin d'horreur esthétique, c'est-à-dire qu'elles sont Mhm. horribles, mais en même temps il y a un souffle, il passe quelque chose, quoi. Et ces images-là, on les passe. Moi, j'ai fait une couverture de match avec une mère de famille dont le bébé avait été assassiné. Elle avait son bébé sur les genoux, accroupi devant une porte. C'est pas atroce en ce sens qu'on voit pas les tripes et on voit pas la cervelle, mais Mhm. c'est humainement, c'est d'une cruauté totale, quoi. Donc, je pense, que l'interdiction d'aller à Gaza, c'est de la censure pure et simple. C'est-à-dire qu'il faut que Mhm. le crime se passe en silence. D'ailleurs, si on en revient à l'exemple de Sabra Shatila, ils ont pris là aussi des dispositions qui remontent à cette époque, c'est-à-dire qu'il faut plus montrer de telles images, quoi. Voilà. En Irak, quand les Américains ont bombardé à Mereya un abri et avec un avion furtif, et ils ont tué 458 femmes et enfants, dans l'indifférence Mhm. générale, personne n'a été jugé, enfin tout va bien. Moi j'ai vu les corps, pas tous les corps, parce qu'il y en avait d'abord qui étaient brûlés, comme vous le savez, dans la tradition musulmane, il faut enterrer les corps le plus vite possible, enfin dans les 24 heures, donc il y en a qui étaient déjà enterrés. Mais Mhm. je suis arrivé dans une cour de caserne, ou je sais plus quoi, il y avait une centaine de femmes, de bébés, d'enfants défigurés, le crâne ouvert, les entrailles, enfin, l'enfer absolu. J'ai fait des photos, elles sont dans mon tiroir. Quand je les montre à quelqu'un, il me dit, je t'en prie, retire ça de mes yeux. Mhm. Donc, il n'est pas question de passer ces images-là pour des raisons que je dirais humaines, parce qu'il y a aussi des pervers, il y a aussi des gens qui jouissent ou qui sont très contents Mhm. de voir ces horreurs, parce il y a il y a les deux clans, hein. Donc voilà, c'est ce que je peux dire sur l'exercice du métier de journalisme dans tout ce conflit. Il a disparu, quoi. Alors, Sabra et Shatila, je rappelle qu'on est au début des années 80. Je vous invite, si vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est 82. passé dans ce camp de réfugiés palestiniens, avec l'aide des phalangistes, d'aller évidemment vous documenter là-dessus. Est-ce que, est-ce que tant d'années après, humainement, hein, je vous parle d'homme à homme, est-ce qu'humainement, vous y pensez toujours? Oui, le phalangiste, je voudrais revenir là-dessus parce que les phalangistes, c'est simplement des hommes de main, hein. Le Sabra Shatila, c'est un massacre qui a été mis au point, préparé de longue date, de A à Z par Sharon et les Israéliens, hein. Ah oui, oui, absolument. Quand je parlais des phalangistes, c'est eux qui ont permis Et qui ont l'ouverture. obtenu le feu vert de Reagan après que Sharon se Absolument. soit roulé par terre en disant mais comment il y a 3000 terroristes à Sabra Shatila, etc. Faut les exterminer. Mystérieusement, les militaires qui étaient chargés de protéger les camps après que les soldats de l'OLP aient été retirés ont disparu. Et là, on a pu Mhm. rentrer et massacrer. Alors, qu'il y ait eu des phalangistes drogués, camés, fous et tout ce qu'on veut, qui ont participé à ce massacre, c'est absolument indéniable. Il y a aussi des Israéliens, que les premiers qui ont Bien été sûr. tués, qui ont été les services spéciaux, qui ont été ciblés, les gens pour eux encore importants. Mhm. Mais la boucherie, c'est des phalangistes. Mais comme Raphaël Eitan, qui était chef d'état-major de l'armée israélienne,
avait demandé à ce que les gens qui s'entraînaient, les phalangistes qui s'entraînaient en Israël, soient traités comme des soldats israéliens. Bon, le Shabra Shatila, il y a Leila Sera, qui est la fille de Michel Sera, qui est un otage qui est mort au Liban, qui a fait un excellent papier sur études, parce qu'elle est chercheuse, sur Sabra Shatila et les causes et tout. Et je vous recommande de le chercher sur Internet, de le trouver. C'est un travail remarquable. Donc, les Israéliens se sont souvenus aussi des différentes photos de boucherie qu'on a pu offrir au public avec pour cause des assassinats l'armée israélienne. Donc maintenant, on n'a plus le droit qu'à la fumée des missiles, la fumée des bombes. Même à Beyrouth, je sais pas comment ils se débrouillent, mais même à Beyrouth, on n'a pas d'image très, quand je dis spectaculaire, très significative. Sur ce conflit, on n'a pas ce qu'on appelle l'image icône. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la guerre d'Algérie, pas la guerre d'Algérie, oui, c'est la guerre d'Algérie, puisque c'était l'Algérie qui était attaquée par Daesh pendant la décennie noire. Il y avait une femme qui ressemblait un peu à la Madone, si on veut, et qui avait son enfant mort dans les bras, elle aussi, et le confrère de l'AFP a reçu un prix Scoop, un prix World Prize pour ça. Et là, c'était ce qu'on appelle une icône. Françoise de Mulder, quand elle a fait la photo du massacre de la quarantaine à Beyrouth en 76, c'est une icône. Mais là, sur les 2 ans de conflit, ça veut dire qu'ils interdisent l'image est impossible, quoi. Alors justement, il y a aussi évidemment, puisque vous avez parlé tout à l'heure du Vietnam, il y a aussi cette fameuse image de cette gamine frappée par du napalm, brûlée par du napalm qui court nue sur les routes. On a aussi, oui, on a aussi l'exemple de ce soldat sud-vietnamien qui vient tirer à bout portant une balle dans la tête d'un Viet Cong. Et effectivement, les images pèsent. Évidemment, je ne vais pas citer non plus Robert Capa avec la guerre d'Espagne et ce fameux républicain. Oui. Donc c'est d'où l'intérêt de bloquer les images. Alors, à contrario, vous qui avez eu plusieurs vies professionnelles, puisque là vous rentrez, nous rentrons tous, hein, même si on a un petit écart d'âge, nous rentrons dans un écart léger, qui est pardon, l'ère numérique. Je reviens juste à ça, parce que vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a frappé. Vous avez dit le journalisme c'est plié. Est-ce que l'intelligence artificielle notamment, la bataille, la guerre des images pour le coup, générée par l'intelligence artificielle, est-ce que ça va être, est-ce qu'il va être encore possible de travailler, d'analyser les images et de venir contrarier des images qu'on sait fausses, qu'on sait montées, qu'on sait générer par l'IA? Est-ce que ça ne va pas venir encore un peu plus compliquer le travail des journalistes? C'est-à-dire que ça dépend de la filière. C'est-à-dire que si vous avez, allez, je vais prendre l'AFP qui obtient des images, qui les diffuse par son fil jusqu'à Paris et qu'après diffuse dans le monde entier par ses canaux. Bon, c'est pas de l'IA, c'est de l'image qui a été prise, etc. Donc maintenant, tout va être de la source. C'est un fait que je suis sûr qu'on va même suggérer, enfin mettre sur pied de faux photographes qui vont photographier des escargots et qui vont venir avec des images faites par l'intelligence artificielle et qui va dire j'ai assisté à ça, c'est terrible, on a vu des gens du Hamas étrangler des petits enfants, enfin des choses comme ça. Quoique maintenant, bon, il y a aussi des machines pour déceler, des systèmes pour déceler l'intervention de l'intelligence artificielle, mais une fois que c'est imprimé dans un journal, c'est trop tard. L'image, elle est frappée, quoi. Donc, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème sur la détection d'une image. Est-ce qu'elle a oui ou non été retouchée? Parce que normalement, la déontologie fait qu'une image retouchée, ça peut être retouché pour
des questions esthétiques ou de, comment dirais-je, bon, il y a un parasite au milieu de la photo, il y a une rayure, il n'y a pas une rayure, enfin bon, on l'enlève, ça, pourquoi pas. Mais si on n'arrive pas à détecter précisément quelle est l'artificiel de la réalité, c'est vrai qu'on entre dans un domaine là d'incertitude totale, quoi. Mm. C'est très 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 difficile. Moi, pas même moi, je connais bien l'image, hein. De temps en temps, deux trois fois, je me suis fait piéger parce que bon, maintenant on fait des IA, des intelligences artificielles qui sont très stéréotypes. On a l'impression que c'est Hollywood, qu'il y a un éclairage, que c'est je sais pas quoi. C'est pas possible de faire des trucs pareils. Mais quand même, il y a dans certains cas où on enlève un élément, on en rajoute un. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec la guerre. L'autre jour, il y a le Paris Saint-Germain qui a gagné une deuxième finale de Coupe d'Europe. Et sur Internet, on a pu voir des photos de Dembélé, qui est un joueur du Paris Saint-Germain, noir, et qui est avec sa femme à côté, qui est en burqa noir avec juste la rayure des yeux. Bon, si vous regardez Dembélé, il est dans le bus qu'il a promené l'an dernier après sa première victoire sur les Champs-Élysées. Il n'y avait pas sa femme sur le bus. Enfin, tout ça était faux. Mais les gens qui ont vu ça au premier jus disent ah bah tiens, Dembélé, il a une femme qui a une burqa. Mm. Voilà. Mais le mensonge de l'image, il est au niveau du mensonge des mots ou de l'absence de mots. C'est-à-dire que comme le mensonge est pratiquement permanent, le mensonge des images, il accompagne, il est aussi quasiment permanent, quoi. Alors je sais pas où on va, c'est extrêmement inquiétant. Mais Oui, surtout pour le décryptage, quoi. Le décryptage médiatique, oui, alors bon, les journaux, bon, je parle de la France, il y en a de moins en moins. C'est le taux de crédibilité le plus faible d'Europe. 30% des gens croient que ce qu'il y a de marqué dans le journal. On y met de moins en moins de photos. Donc, pour ce qui est de l'image dans la presse écrite, c'est marginal. Mais c'est les trucs télévisés qui sont nocifs et qui sont très dangereux parce que là, on peut vous faire avaler à peu près n'importe quoi, quoi. Alors, comme les gens sont collés collés, non, je dis des bêtises parce que les chaînes, ce que j'appelle ça, moi, les chaînes Nescafé, parce que c'est les chaînes instantanées, donc c'est CNews, machin, enfin tous ces trucs là, de milliardaires. L'info, il faut être gonflé, c'est pas de l'info en continu, c'est de la désinfo en continu. Donc ça touche pas non plus toute la France, hein. Je veux dire que tant que je ne sais quoi, moi, en France, les TF1, les France 2, France 3, machin, continuent à pas trop débloquer, ça laisse un bassin de population qui est pas trop bousculé par le mensonge. Je veux pas dire ce qui est dit à TF1 et autres, c'est que c'est pure vérité et c'est bien, mais c'est moins trafiqué, quoi. Alors que sur les chaînes, les chaînes instantanées, tout est possible, quoi. Tout est possible. Parce que quand on entend sur une chaîne comme CNews, une femme dire que le mariage des enfants, c'est un truc très 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 classique dans le monde musulman. C'est qu'il est même recommandé de violer, c'est bon. Alors l'animateur, c'est pas un journaliste, lui dit ah bon, mais où? Alors il dit par exemple au Maghreb. Ah bon, au Maghreb? Où? Alors, il dit en Afghanistan. Alors pour elle, l'Afghanistan est au Maghreb. Vous voyez à quel niveau de sottise et d'incurie où personne s'excuse, personne ne dit peut-être qu'on pourrait regarder une carte de géographie. Non, non, tout le monde s'en fout. Voilà. Je précise qu'il s'agit d'Alice Cordier du collectif néofasciste et raciste Némésis. Hein, on parle d'elle. Voilà, qui intervient régulièrement sur CNews. Alors, c'était pas sur CNews, hein, c'était sur une chaîne YouTube, mais effectivement, vous avez raison.
Mm. Elle est intervenante très régulièrement et elle sort les mêmes horreurs sur Mm. CNews et elle s'est accommodée pendant longtemps d'être sur le plateau de Morandini qui a été Mm. condamné pour Oui, pédocriminalité bien sans que sûr, ça la oui. dérange plus que ça. Mm. On va revenir un instant, si vous le voulez bien, au Vietnam parce que le Vietnam revient sur le plateau, et les plateaux d'ailleurs, puisque j'ai reçu à ce sujet l'un de nos confrères il y a peu de temps sur Observactu et qui faisait le parallèle entre le Vietnam et la situation actuelle des États-Unis que certains analystes géopolitiques de plateaux télé avait simplifié assez rapidement en disant c'est bon, les États-Unis vont gagner, ils ont une force de feu, je pense à Ansel et à d'autres, Oh mon et Dieu. que ça va être plié, et Ah, que, en fin de compte, là, voilà. vous me faites mal, là, tout d'un coup, Désolé pour les gros en mots. citant Euh, Frédéric Lancel, là, je non, risque non, d'avoir un malaise. non, non, mais voilà, je prends son exemple parce que c'est récent, hein, au mois Oui, oui, d'avril, bah, il a commencé la victoire. il est là pour ça, hein. Oui, bien sûr, cet ancien du Bétard. Mm. Il avait plié le jeu, alors qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est complexe, beaucoup plus complexe. Est-ce que vous faites partie, chers confrères, des personnes, pour le coup qualifiées, qui connaissaient la région, qui font le parallèle entre ce qui s'est passé au Vietnam, factuellement, et ce qui pourrait se passer entre les États-Unis et l'Iran? L'Iran, non, parce qu'on n'a pas d'image, donc et pas d'information non plus. Mais sur Gaza et le Liban, oui, puis sur la globalité, puisque à partir de Gaza et du Liban, on imagine ce que c'est que des bombes qui tombent sur un immeuble à Téhéran. Donc les Américains le peuple américain a pris conscience que la politique de son armée, de son pays, de son monsieur Trump, était quand même pas supportable. C'était de l'assassinat, des crimes, etc. Et le Vietnam, c'était sur la base un peu du mouvement hippie, peace and love, la paix dans le monde entier, ciblé certes sur le Vietnam, puisqu'en plus c'est eux qui allaient faire la guerre, Oui. essentiellement les Noirs d'ailleurs, comme par hasard. Mais là, c'est carrément le crime contre l'humanité, quoi. C'est-à-dire le côté géopolitique disparaît. Au Vietnam, fallait lutter contre le communisme, je sais pas Mhm. quoi. Là, le côté géopolitique, il y en a plus. C'est du pétrole, c'est tout, ou des foucades de Monsieur Trump et de Monsieur Netanyahu. Donc, c'est des crimes. Comme quand Mhm. les flics sont venus à Ice tuer des gens dans les rues, des migrants dans les rues des États-Unis. Bien sûr. Amplifié, c'est un peu la même chose dans l'esprit américain. Donc, Trump s'est fait huer à la finale de basket l'autre jour à New York, quand même. Il s'est fait Mhm. siffler huer. C'est très, très significatif. Il y a une bascule. Il y a indéniablement une bascule aux États-Unis sur les horreurs de la guerre commise actuellement. Il y a une bascule avec des gens de l'autre côté qui sont de plus en plus dingos, suprémacistes, etc. Enfin, la suite de ceux qui ont envahi le Capitole. Donc, qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Une guerre civile, je pense pas. Mais ils sont de plus en plus sensibles aux informations qui arrivent de là-bas. Et puis les journalistes américains sont beaucoup moins, euh, bon, même Fox News, ils sont obligés de suivre, beaucoup moins propagandistes que par exemple ou ignorants que les journalistes français, quoi. C'est-à-dire quand vous avez une chaîne en France qui s'appelle I24 News, qui est payée par Monsieur Drahi, qui donne de l'argent à l'armée israélienne, bon, faut tourner le bouton, puis c'est tout. Il y en a qui ne le tournent pas. Et donc, je pense vraiment qu'aux États-Unis, il y a un fort courant de retour à une décence, quoi, au, au prix de l'âme humaine, à ces enfants qu'on massacre. Faut pas oublier que sur le dollar, il y a marqué In God We Trust. C'est un pays religieux Mhm. et, et dans la religion, chez les sionistes, tuer
quelqu'un du moment qu'il est pas juif, c'est pas grave. Là, chez eux, c'est quand même un crime. On peut pas faire ça comme ça. C'est en plus des enfants, des femmes et tout ça. Donc, ça a quand même bien pénétré la population. Ceci ajouté je le disais, je radote, aux assauts de ICE chassant l'immigré dans les États américains. Il y a une espèce d'association à faire, quoi. Là, c'était une guerre interne, et là-bas, il y a une guerre externe. Et c'est de la violence dans tous les cas. Je crois que les Américains, bon, l'Amérique, c'est un pays très violent, mais la raison américaine revient quand même. Mais j'ai aucun élément pour mesurer ça, hein. Je vous dis ça à la lecture de ce que je peux lire, le sentiment que j'en ai, aux réactions que je vois, quand je vois des sénateurs républicains qui protestent contre le sort qui est fait à tous ces pauvres gens, je me dis, ah, il se passe quelque chose quand même. Mmh. Et est-ce que vous, entre 2 scénarios, celui d'une déstabilisation totale de cette partie du monde, moyen-orientale et une recomposition des forces dans cette même région, vous optez a priori pour quoi? Est-ce que vous pensez qu'on peut aller vers une déstabilisation totale ou qu'au contraire, ça va mettre des barrières et ça va rééquilibrer les forces dans cette partie du monde? Mais il y a 50 ans, on croyait avoir vécu le pire, et que Mmh. bon, après ça, là, plus rien de semblable serait possible. Et en fait, on était des crétins parce que c'est bien pire. Mais ce qui va se passer, c'est un chaos, quoi. Alors du chaos naissent des monstres ou naissent des nouvelles séparations entre les choses, naissent des voilà le chaos, c'est l'origine du monde. Et là, on est dans le chaos. Donc il y a l'erreur américaine qui a pris la Perse, c'est-à-dire l'Iran, qui est un empire, et quand on s'attaque aux empires, même les empires défunts, faut se méfier parce que l'Empire ottoman, la Perse, moi j'ai toujours dit que on pouvait pas traiter ces pays-là comme la Principauté de Monaco, quoi, ou même comme le Venezuela, quoi, c'est pas possible. Donc il y a cette force historique de pays comme l'Iran, qui a plus de savants, de jeunes chercheurs que les États-Unis, qui a inventé dans l'histoire de l'humanité des tas de choses absolument extraordinaires, et qui sont vues par les Américains, notamment les crétins de militaires, et puis l'abruti qui est ministre, secrétaire d'État aux armées et autres, là, pour eux, c'est des conducteurs de chameaux, c'est des choses comme ça. Enfin, ils se font aucune. Moi, je me souviens à Bagdad, et on recevait des bombes sur la tête, et il y avait des gens qui disaient, mais nous, on a inventé l'écriture, et c'est Buffalo Bill qui nous bombarde, donc s'ils trouvaient ça un peu étrange. Donc là, va y avoir, l'Iran va souffrir, mais restera l'Iran avec une capacité. Alors, mes confrères disent nuisible, moi je n'ai pas apprécié si c'est nuisible ou pas nuisible, mais enfin une capacité de défense réelle. Et va rester le cas d'Israël. Alors, est-ce qu'ils vont continuer à perturber la vie du Liban comme ils le font maintenant? Je ne peux pas le dire, mais il va falloir que les choses Mmh. se calment. C'est pas possible de durer comme ça, ne serait-ce que pour la bonne marche des affaires, parce que là, Wall Street est en train de tirer les oreilles à Trump et à son équipe en disant Mmh. vous êtes bien gentil avec votre guerre là, mais nous c'est les coffres-forts qui comptent, donc ça marche pas du tout votre histoire. Les marchands de canons, les marchands de bombes, eux, ils sont contents, les actions montent à Wall Street, mais le reste de l'économie ça va pas du tout. L'Américain qui a un gros pick-up de 5 litres de cylindrée, quand faut faire le plein, il est très 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 en colère. Donc l'idéal, ce serait d'avoir une espèce de super force de la finule, mais qui soit une vraie Oui. force Mmh. extrêmement tranchante, cruelle et fatale, qui fasse déjà une séparation entre le Liban et Israël.
après le Hezbollah, qui a l'air d'être un problème pour plein de gens, une intégration avec l'armée qui a déjà 30% de chiites à l'intérieur, c'est pas irréalisable, sauf que les chrétiens vont se rouler par terre, pas tous d'ailleurs, mais les, Non. les, les phalangistes dont le modèle a été copié sur les phalanges d'Hitler en 36 vont se rouler par terre et vont être les alliés d'Israël pour foutre le bazar. La Syrie à côté, bon, bah, la Syrie maintenant c'est des marionnettes américaines et israéliennes. Donc je ne sais pas comment tout ça peut se rétablir. Il faudrait que la Turquie se mette en colère, mais Erdogan, il parle, il fait le méchant, mais en fait, il fera jamais rien. Donc, et Sisi, il s'occupe de ses affaires. Les Égyptiens ne bougent pas. Voilà. Donc, je pense qu'on va vers une espèce d'extinction obligatoire, avec une rancœur israélienne qui va être terrible parce que eux, ils pensaient déjà qu'ils allaient monter jusqu'à Bagdad. Et donc, il va falloir qu'ils avalent ça. Pour avaler ça, il n'y a qu'un président américain qui a un peu de poigne, même Reagan, pouvait dompter les Israéliens, qui étaient moins dingues que ceux de maintenant. Aujourd'hui, c'est pas Trump qui va mettre une fessée à Netanyahou, avec des éléments de chantage que Netanyahou a sur Trump, ça, il en manque pas, il a des kilos. Donc, c'est une histoire folle, quoi. C'est une machine infernale qui s'est déclenchée. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'armée américaine, c'est une armée, c'est pas une armée pour l'instant, c'est pas une armée conquérante, c'est une armée d'aplatissement. Alors, le grand thème, c'est retour à l'âge de pierre. Donc, on envoie des tonnes de bombes, on écrase, on machin. Mais les gens, il y a des morts, mais ils sont toujours là. En Iran, il y a eu, mettons, 5000 morts du fait de la guerre. Il reste encore 70 millions de personnes, donc ils sont pas au bout. Hein. Les Israéliens, c'est pareil, tapis de bombes, on écrase tout le monde, mais on n'écrase pas tout le monde. Les gens, ils sont toujours là, sous les tentes, quelquefois même on bombarde les tentes, ce qui est quand même assez extraordinaire. Ou quand les bombarde pas les tentes, on fait passer un bulldozer sur la tente avec les gens qui sont en dessous. Mais je crois qu'ils ont ouvert ils ont ouvert un cercle infernal, ils ont ouvert un enfer. Donc je sais pas comment ça va en sortir. En tout cas, je pense pas que ça va donner le rêve de Monsieur Kouchner de faire une Riviera à Gaza avec des palaces et des casinos. Ça m'étonnerait beaucoup. Quant à l'Iran, on les a pris pour des imbéciles et en fait, c'est des joueurs d'échecs, hein, les Iraniens. Donc, ils sont stratèges, ils attendent, ils souffrent, ils n'ont pas les mêmes moyens, mais les utilisent bien. Voilà, celui qui va dire ce qui va se passer, il est très fort, mais c'est pas moi. Hein. Lorsque sur un plateau, télévision, je pense en l'occurrence à Pascal Praud, lorsqu'il dit, on s'en fout du droit international, et que pour lui et pour d'autres cerveaux de son volume estiment que les droits de l'homme, on va les appeler comme ça, ou les droits de l'homme avec un grand H, hein, bien sûr, en Iran, justifient qu'on viole, qu'on dépasse le droit international. Qu'est-ce que ça vous évoque, sachant que c'est un journaliste sportif à la base, qui explique ça sur une chaîne d'audience qui est CNews. Ouais, bah c'est des monstruosités. Je veux dire, la chose de Kouchner, là, les guerres préventives, c'est quand même une foutrerie. Je veux dire, la guerre préventive, c'est un outil qui est inventé par des Américains et la CIA qui est là un moyen humaniste de fracasser la tête d'ennemis qui étaient en ligne de mire. Je veux dire,
le Kadhafi s'y dérangeait tellement et je sais pas quoi, à la limite on pouvait l'éliminer, le tuer, je sais pas quoi. Moi j'étais pas pour. Enfin, le chef d'État, c'est les Libyens, ils vivaient très bien sous Kadhafi. Hein. Et on a inventé des tortures, des machins, ce qu'on veut. Et c'est quoi aujourd'hui la Libye? Donc la guerre préventive, c'est une saloperie, c'est un truc immonde, en droit et tout. Quand on décide, on dit tiens, on va faire une guerre préventive parce que ceux-là, ils ont pas l'air vraiment gentils. Donc il n'y a plus de droit international, mais c'est bien dommage. Quand on dit Monsieur Pro, quand je pense que je suis obligé de prononcer ce nom-là, trouve très bien parce que la répression en Iran, d'abord, il n'en sait rien du tout. La répression en Iran, il y a eu des Kurdes qui ont été entraînés, armés et envoyés pour foutre le bazar. Au sud, il y avait les réfugiés afghans qui étaient à la frontière à cheval sur l'Iran et l'Afghanistan. C'est des gens qui veulent plus rentrer en Afghanistan, mais qui sont pas admis en Iran, donc ils sont une espèce de zone. On les a armés, équipés, on leur a donné des trucs pour les satellites. Et ils ont participé à la dite révolte, notamment en tirant sur des flics et des militaires. Donc ça a provoqué un effet boule de neige. Alors on me dit qu'il y a eu 30 000 morts. Moi je compte pas la douleur. Puis je compte pas la douleur comme ça. Puis j'ai 30 000 morts. Bon, 5, c'est 22, on parle de choses dont on ignore tout. Donc, moi, on m'a dit qu'au Kosovo, il y avait des milliers de morts. Quand je suis arrivé au Kosovo, ils n'étaient pas là. Et on m'engueulait, on me disait, mais cherche-les. Je disais, va dans les puits de mine. Alors, j'allais dans les puits de mine, il n'y avait pas de morts. Donc, bon, c'est pas des trucs sérieux. Donc, la révolte iranienne, actuellement, ils pourraient se révolter. Il y a des Iraniens pourraient se révolter. Il y a des minorités. Il y a des gens. Il y a des Kurdes irakiens, iraniens. Il y a une tas de choses. Ils pourraient faire quelque chose puisque l'Iran est en état de faiblesse. Ils bougent pas. Personne ne bouge. Alors bon, moi j'ai pas pris un abonnement à l'hebdomadaire ou aux médias édités par les gardiens de la Révolution, mais c'est chez eux, c'est leur pays, c'est leur. Est-ce qu'on va bientôt arrêter de donner des leçons à la terre entière? Un pays comme les États-Unis, où il y a la peine de mort, où on tue des gens dans les rues parce qu'ils sont noirs, où il y a Guantanamo, arrive chez vous en disant chez vous, ça va pas du tout, il n'y a pas la démocratie. En plus, vous n'avez pas de gay pride, vous n'avez pas de toutes ces choses-là, c'est pas convenable, donc on va vous casser la figure. Donc les guerres préventives ou les guerres, ils ont abandonné cette lune de la guerre juste pour les droits de l'homme, machin. Les guerres, c'est toujours pour du fric, du pétrole, ou alors les gens qui sont attaqués qui se défendent, c'est tout. Je ne vais pas dire que l'Iran fasse de la guerre à cause du pétrole. L'Iran fait la guerre parce qu'on veut prendre son pétrole. Mais s'il y avait que des cailloux et des chèvres en Iran, personne n'irait bombarder l'Iran. Bien sûr. Je renvoie vers l'interview que nous avait accordée notre confrère Siavosh Ghazi sur cette même chaîne. Donc vous remontez sur Observe Actu et lui qui est présent sur place avait aussi. Oui, il est courageux. C'est bien ce qu'il fait. Ouais, le même avis que vous notamment sur la comptabilité macabre, évidemment, mais sur l'authenticité du nombre de victimes qui va de 3 000 à 45 000, 50 000, alors que effectivement les gens qui avancent ces chiffres n'ont pas de sources documentées par rapport à ça, ce qui pose un tout petit problème. Je voudrais alors plutôt brièvement, si ça vous embête pas, mais je voudrais prendre l'avion, donc on va passer par la Turquie, on va remonter un tout petit peu et on va atterrir en Ukraine. Comment vous voyez une issue? Alors, je précise que le lien entre les deux dossiers, c'est évidemment Trump, qui n'est pas éternel. Il va à un moment ne plus pouvoir. Il y a plus que Trump, il y a l'OTAN. Hein.
Alors voilà, justement, sur la question d'une sortie de crise entre la Russie et l'Ukraine, en prenant en compte Trump et l'OTAN, comment vous imaginez, vous, idéalement, une sortie de crise? La sortie de crise, c'est qu'un jour ou l'autre, il va y avoir des conversations, Poutine, Zelensky, ou si Zelensky n'est pas libre, il y aura bien un corrompu pour le remplacer. Et on va tracer des lignes. Actuellement, ce que fait la Russie, elle avance plus. Elle avance pas parce qu'elle veut pas conquérir plus loin. Mais en gros, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré les parties francophones, russophones, et ce qu'ils font, c'est de dézinguer les infrastructures ukrainiennes. C'est ça leur objectif. Mais on en revient au point de départ. Je veux dire, quand Gorbatchev avait dit à la chute, moi je l'ai rencontré, Gorbatchev, à la chute du mur, bon, il faudra revoir les frontières parce que il y a un problème. C'est vrai que les frontières de l'URSS, ça n'avait pas beaucoup de sens, même si d'un État à l'autre, moi j'étais en Azerbaïdjan, et il y avait des académiciens russes qui étaient descendus. Évidemment, tout le monde parlait russe, mais les Azerbaïdjanais faisaient exprès de parler les Azerbaïdjanais pour montrer qu'ils étaient indépendants. Enfin bon, mais c'est des frontières fantoches. Bon, alors il y a des frontières réelles, puis il y a des frontières fantoches. Il faut pas oublier que Kiev était la capitale de la Russie dans le passé. Enfin bon, c'est très compliqué tout ça. Mais disons que la promesse avait été faite du redressement des frontières. La fameuse Crimée, tout le monde sait qu'elle a été donnée en cadeau à Khrouchtchev parce qu'il était ukrainien, donc pour son anniversaire, on lui a fait cadeau de l'Ukraine, pourquoi pas. Mais tout ça, ça devait être mis autour de la table, redessiné, on s'engueule un peu, je donne-moi ci, donne-moi ça, puis c'était fini, on n'en parlait plus. Mais comme l'objectif de l'Amérique, de l'OTAN et de l'Europe, c'était de fracasser, d'être le plus près possible de la Russie avec des missiles, etc., parce qu'il y a une espèce de, comment dirais-je, de peur historique de la Russie, alors que la Russie était de l'Atlantique à l'Oural, avait dit De Gaulle, c'était notre allié. Et imaginez si aujourd'hui l'Europe était avec la Russie, de l'Atlantique à l'Ural, avec le gaz et le pétrole russe et l'Europe, ce serait évidemment la première puissance au monde. Donc, fallait pas que ce soit la première puissance au monde, d'où la guerre en Ukraine. C'était pour empêcher qu'il y ait cette liaison qui faisait de la Russie plus l'Europe le premier pôle économique, le plus puissant militaire mondial. Donc, c'est aussi bête que ça. Donc, on a trouvé toutes les raisons de faire une guerre. On a fait les accords de Minsk qui étaient bidons. Il y a un abruti fou furieux qui s'appelle Boris Johnson qui a dit à Zelensky, surtout tu signes rien, hein, tu fais le mort et tout. Et puis, on en est arrivé là. Donc, c'est l'OTAN qui fait la guerre derrière. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Les drones, les matériels, etc. Plus beaucoup de mercenaires dont on parle peu. Il faut savoir que en Ukraine, il y a des un bataillon au moins, peut-être deux, de l'État islamique qui se bat en Ukraine contre les Russes, avec l'écusson État islamique là sur l'épaule. Hein. Qu'est-ce qu'ils foutent ici? Je sais pas, moi, qu'on m'explique ce que les combattants de l'État islamique font en Ukraine. Donc, va bien falloir arrêter un jour parce que c'est pas possible de continuer comme ça. Donc, la Russie va récupérer des zones russophones. Zelensky va partir dans les Caraïbes. L'Ukraine est dépecée déjà de ses terres à blé, de ses terres rares, de toutes ses richesses. C'est déjà parti chez BlackRock ou aux États-Unis, ça a déjà été vendu, etc. Il va rester des pauvres mecs qui vont continuer à rester dans des dachas pourris en prenant l'eau sur la tête et en crevant de faim, en élevant des chèvres. Et puis voilà, ça va être ça l'Ukraine. Ça va pas. Donc je pense que ça va, je sais pas dans quel délai, mais ça va finir comme ça. Et l'OTAN qui par ailleurs fait faillite,
Trump est fâché avec l'OTAN, on voit ça d'assez loin. Il y a plus guère que Macron qui avait dit que l'OTAN c'était pas le machin, parce que De Gaulle qui avait dit ça sur l'ONU, Oui. mais il était mort. Macron, c'est lui bientôt qui va prendre la tête de l'OTAN. Enfin, c'est un truc qui rime à rien, quoi. Madame Van der Leyen, qui est plus Oui. une américaine qu'une européenne, on est des guignols, quoi. On est juste un marché pour les États-Unis, un marché mondial, on est des élèves obéissants, mais il faudrait reconstruire tout ça. Mais mon Dieu, quelle histoire! Alors pour les plus anciens d'entre nous, dont je fais partie, je précise que tout à l'heure, quand vous avez parlé de Kouchner, on parle bien évidemment du politicien américain et pas de notre Kouchner à nous. Parce que parfois il y a des confusions, je le vois sur les réseaux, des gens pensent qu'on parle de Bernard Kouchner, alors que c'est évidemment pas Non, le non, cas. tout à l'heure, j'ai évoqué Bernard Kouchner avec sa notion de guerre préventive. Oui, mais il y a Avant, aussi c'était celui qui veut faire une Eldorado à Gaza, c'est Jared Kouchner, c'est le genre voilà, c'est pour ça que comme on a parlé 2 fois de Kouchner, je voulais faire la part des choses quand même par rapport à de Trump qui veut faire oui, l'Eldorado. bien sûr. Non, mais la Riviera, c'était évidemment Il l'autre veut Kouchner. prendre une île en Albanie pour faire aussi un parador, là, ouais. Mmh. Alors, on approche de la fin de notre entretien extrêmement nourrissant. Je voulais qu'on va revenir à notre cœur de métier, qui est l'information. Je voudrais, parce que là, je vous ai demandé un peu de donner votre avis sur l'avenir. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur il y a une polarisation croissante des débats. Qu'est-ce que vous pourriez adresser comme message à nos concitoyens sur la manière de s'informer et peut-être avoir un message, un conseil de votre part sur, en 2026, on est quasiment au milieu de l'année, comment s'informer correctement? Quelles sont pour vous les précautions à prendre pour ne pas se faire avoir par la désinformation? Moi, personnellement, ça fait presque peut-être 25 ans que je lis plus de journaux, pratiquement plus. Enfin, je lis deux, Ah trois bon? jours. Ah oui, 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 oui. Ah Je ouais. lis quelques articles du Monde, je lis Monde diplomatique, je lis des trucs dans l'UMA ou je sais pas quoi, mais Mmh. je lis pas de journal. Je me réfère à un journal si sur Internet j'apprends qu'il y a un article intéressant dans le Parisien, je vais essayer de le lire, mais autrement j'ai aucune habitude de lecture en ce qui concerne la lecture d'un quotidien et d'un hebdomadaire. Ne parlons pas des hebdomadaires, parce que alors maintenant c'est entre Le Point L'Express, et Marianne. Oui. c'est Marianne, c'est la course à l'échalote, valeurs Mmh. actuelles, etc., qui sera le plus épouvantable. Je confirme. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la sauvegarde passe par Internet, mais le problème, c'est que les capitalistes ont bien compris que Internet, c'était la liberté, puis c'était le danger. Et Mmh. ils sont là et ils vont nous mettre les freins. Moi, sur mon Facebook, j'ai découvert hier ou avant-hier que je suis interdit de je sais pas quoi. J'ai pas la pleine possession, la pleine liberté de mon Facebook parce que j'ai été épinglé 4 ou 5 fois dans l'année pour avoir contrevenu aux règles de Facebook. Je sais pas lesquelles, mais je m'en fous. Donc, si vous voulez, c'est par des sites. Le problème, mais quelqu'un l'avait prévu il y a 15 ans aux États-Unis, j'avais pas cru. Vous avez fait un grand papier pour dire bientôt le journaliste sera gratuit, il sera sur Internet. Ben, c'est ça le problème, c'est que les journalistes qui font du journalisme, ils sont sur Internet et il faut les payer. Donc il y a des gens, quelques-uns qui contribuent, qui ont compris que donc ils donnent leur obol comme à Plenel sur Mediapart ou des choses comme ça. Mais autrement, faut se promener, faut regarder les sites, faut regarder de manière régulière, regarder les sujets traités, faut comparer, Oh, c'est ce que j'allais dire, oui, comparer. Mmh. c'est compliqué, quoi. Il suffit pas Mmh. dans le temps, il y avait une bande, on enlevait la bande du journal et on l'ouvrait. Maintenant, c'est fini. Faut pianoter, faut chercher, faut au maximum traquer le fake news. C'est un vrai boulot, quoi. C'est vrai que Mmh. Mmh. le français moyen, il a autre chose à faire ou ça l'intéresse pas de pinailler pour Bien sûr. trouver la vraie information. Et
c'est un peu la mort de l'information, c'est quand même, c'est grave, quoi. Alors, elle va Mmh. renaître d'une autre façon quand Internet sera maîtrisé par autre chose que par Zuckerman, machin, Mmh. les Musk et compagnie, quoi. Mais rêvons, rêvons, quand il y aura des réseaux généreux et raisonnables. Mmh. Je rappelle, vous avez parlé des milliardaires et vous avez très bien fait. Je rappelle quand même que Gaza Riviera, c'était sur le service public, hein, sur France Info. L'idée Exact, de ils avaient fait faire des plans à un marchand de vacances et qui avait fait un plan en disant bah là on met un bel hôtel, là on met une piscine, là on met un terrain de polo, là on met des mmh, tennis et on l'a vu en image. Mais le service public, c'est moi ils peuvent moins, je vais employer un gros mot, mais ils peuvent moins déconner que les télévisions dont c'est le métier. Mais enfin là, ils avaient bien déconné quand même, hein. oui, Là, oui, ils oui, avaient bien, j'entends bien, mais les autres, ça pas, la constante n'est pas la même. Et disons qu'il y a un petit frein quand même. C'est pas énorme, mais il y a un petit frein, quoi. mmh. Enfin, n'empêche que, j'ai assisté, je terminerai là-dessus, mais nous avons assisté, puisque je fais de la critique média depuis quelques années, depuis 25 ans. Là, j'avais vu, à plusieurs reprises des plateaux de France, Info où il n'y avait que des, il y avait alors 2 chroniqueurs, une journaliste, les 3 anciens de CNews, donc débauchés de CNews, avec toujours l'idée qu'ils sont sur CNews. Et ils interviewaient Rigaud, qui était le gamin bras droit de Zemmour. Je me suis dit, mais c'est pas, on est sur le service public, quoi. Voilà, c'est pour ça que je voulais juste apporter Ils cette savent même pas ils savent même pas qui est quoi. Là, par exemple, ils nous bombardent en raison de Xavier Fedorovna, la précision. Russe que j'ai connue à RT, moi. Elle est ce qu'elle est, mais alors, surtout les journaux, on entend, elle n'a même pas de carte de presse. Et ces imbéciles, qui sont pourtant journalistes, ignorent que la loi française autorise à être journaliste sans Sans carte avoir de de carte de presse, bien presse. sûr, Voilà. Ils ne le savent bien même sûr, pas. Voilà. absolument. Merci infiniment, Mais Jacques-Marie. de rien, c'est moi qui On a, pardon. je vous ai raconté mes vieilles histoires, j'ai l'impression de radoter. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Non, non, c'est vraiment, c'est un échange qui était riche et puis sans détour. Je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Observe Actu TV. Évidemment, je vous invite à vous abonner, à relayer cet entretien qui sera, bah non, enfin, qui va être du coup, qui est déjà en ligne puisque vous le regardez, mais qui sera disponible et vous pouvez évidemment prendre la main et le relayer. Merci infiniment, chers confrères. Bonne Merci soirée beaucoup. et j'espère à très bientôt parce que malheureusement, on aura encore, l'actualité nous obligera encore à développer, à décrypter, comme vous l'avez fait, et à analyser les faits géopolitiques. Merci infiniment, Jacques-Marie, et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.